François-Henri Briard, vous êtes avocat à la Cour suprême, j'allais dire non, mais vous êtes avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation. Vous avez fondé, je l'ai dit, le Vergel, comment on appellerait ça? C'est une association, c'est un cercle franco-américain, l'Institut Vergel. Voilà, que vous avez sondé avec un juge de la Cour suprême, Scalia, le juge Scalia. Alors, qu'est-ce qui s'est passé exactement? Peut-être rappelons un peu la chose. En fait, depuis 1973, c'était un droit fédéral, enfin, qui courait sur tout le territoire des États-Unis. Et là, changement quand même à 180 degrés, ou pas? Oui, merci André. Alors, pour comprendre la situation, il faut d'abord rappeler que les États-Unis sont un État fédéral, et que la compétence de droit commun, ce sont les États. Qui sont souverains. Qui sont souverains. En 1787, les pères fondateurs ont organisé le pouvoir entre les États et le gouvernement fédéral. La compétence de droit commun, ce sont les États. Le gouvernement fédéral a ce qu'on appelle une compétence d'attribution. Pendant 185 ans, les États souverains, comme vous l'avez très bien dit, ont fait ce qu'ils voulaient dans ce domaine de l'interruption volontaire de grossesse. En 1973, la Cour suprême des États-Unis a rendu une décision de principe qui a dégagé de façon prétorienne, c'est-à-dire jurisprudentielle, à partir du 14e amendement de la Constitution, un principe au terme duquel, en effet, il y a un droit de la femme à interrompre volontairement la grossesse. En 2022, il y a quelques jours, la Cour suprême des États-Unis, qui est donc le pouvoir judiciaire fédéral, a renversé cette jurisprudence, ce qui était attendu depuis longtemps, et a rendu aux États le pouvoir qui leur appartenait, qui leur a appartenu pendant près de 2 siècles. D'accord. Et quand nous disons, André, les États, c'est le peuple. C'est-à-dire que, contrairement à toutes les âneries que j'ai pu entendre dans ce pays depuis quelques jours, et je veux dire que le débit est assez important, parce que chacun y est de son commentaire, sans avoir jamais mis les pieds à la Cour suprême, sans même connaître très souvent ce pays, avec une arrogance extraordinaire, la Cour suprême n'a absolument pas statué sur l'avortement lui-même. Oui, parce qu'ils ont dit la Cour suprême interdit l'avortement. Mais pas du tout, pas du tout. Elle a simplement dit, je ne trouve pas dans la Constitution fédérale une disposition relative à l'avortement. Et donc, je rends le pouvoir au peuple. Et quand j'entends dire c'est le gouvernement des juges, c'est exactement le contraire. Puisque la Cour suprême a dit, moi je me retire, je ne statue pas sur ces questions qui ont une dimension essentiellement morale. Le juge Kavanaugh le dit très bien. Le juge Kavanaugh, dans son opinion concurrente, dit la Cour n'est ni pro-choice ni pro-life. Elle n'a pas de position. Elle rend aux États le pouvoir qui leur appartient, et les États, c'est le peuple. C'est-à-dire que chaque État décide à travers ses représentants. Oui, sauf que effectivement, l'État, les gouverneurs de l'État peuvent être soit républicains, soit démocrates. Quand vous dites le peuple, c'est quand même c'est le pouvoir. Ce sont les représentants du peuple, de la même façon qu'il y a dans le monde 190 États souverains qui gèrent leurs affaires. Les États-Unis ont une structure fédérale, les États décident. Ils sont revenus, vous dites, à la Constitution américaine telle qu'elle est définie. Alors, si vous voulez, sans rentrer dans la technique, parce que ce sont des décisions très longues, la décision Dobbs qui vient d'être rendue fait de 150 pages, et c'est une motivation juridique, je le rappelle, c'est important, qui n'a strictement rien de politique, ni d'évangélique, ni de... Ils n'ont pas pris position, quoi. Non, ils ont simplement dit, la construction juridique de 1973 ne tient pas la route. Ne tient pas la route parce qu'on ne peut pas déduire du 14e amendement, même avec la protection de la vie privée, l'égalité de traitement, on ne peut pas en déduire que la Constitution fédérale régit la question de l'avortement. Et donc, puisque la Constitution ne dit rien, les États décident. Les États font ce qu'ils veulent. Si la Californie veut adopter une législation encore plus libérale que celle qu'elle a actuellement, elle est libre de le faire. Et si un État souhaite interdire, ou du moins réglementer de façon restrictive, je rappelle que ce n'est pas une interdiction totale, évidemment, dans les États que vous avez mentionnés, notamment les 9 dont on a parlé. Oui. C'est une restriction
avec bien sûr des exceptions à caractère médical. Hein. Mais est-ce que ce n'est pas quand même quelque chose, même au niveau des États-Unis, est-ce que ce n'est pas quand même un recul par rapport à un certain nombre de libertés fondamentales, dont celle, je le répète, de la femme, pour des raisons, personne ne s'en réjouit, et les femmes moins que personne, d'aller avorter. Bien sûr. Alors, je rappelle que à ce jour, André, il n'y a dans le monde aucun instrument international, aucun traité, ni la Convention européenne des droits de l'homme, ni la Charte des droits fondamentaux, ni la Déclaration universelle, ni aucun instrument international qui protège ce que vous appelez ce droit. Le premier droit qui est protégé par le droit international, par notre propre loi, par notre Constitution, c'est le droit de vivre. C'est le droit à la vie. Pourquoi ? La Convention européenne le dit très bien dans l'article 2, parce que sans la vie, sans le droit à la vie, il n'y a pas d'autre droit de l'homme. Et donc, c'est le fondement, si vous voulez. Qu'il y ait ensuite des législations... donc il n'y a jamais eu, pardon, c'est intéressant, c'est très intéressant que vous dites, François Robiliard, il n'y a pas un mot dans toute législation que vous connaissez sur l'interruption volontaire de grossesse comme droit. Mais pas du tout. Et le Code de la santé publique actuellement parle de la vie, de la protection de la vie. La loi Veil a évolué, elle est passée de la notion de détresse à la notion de nécessité. Peut-être qu'il y aura encore une libéralisation, peut-être qu'on ira au-delà de 14 semaines. C'est le législateur qui décide. Bien sûr. Mais il n'y a aucune nécessité, on en parlera peut-être tout à l'heure, d'inscrire dans une norme constitutionnelle ce que vous appelez ce droit. François-Henri Briard, il y a eu quand même une très grande émotion, très forte. Et d'ailleurs, j'ai eu des amis aux États-Unis qui étaient très étonnés par la réaction française, comme si la Cour suprême légiférait pour la France. J'exagère à peine. Et on a vu des gens qui disent, voyez, ça y est, c'est fini, on voit bien que maintenant c'est la France, on va s'attaquer. Et c'est vrai que on va s'attaquer à la loi Veil, on va s'attaquer à tout ça, c'est la réaction qui arrive, le fascisme est à nos portes, et puis alors, certains la majorité dit, bon, puisque c'est comme ça, nous allons inscrire le droit à l'IVG dans la Constitution. Il ne l'est pas pour le moment, mais il faut absolument le garantir, et dans cette majorité, il y a quelqu'un qui brigue la présidence de l'Assemblée nationale, qui est Yaël Braun-Pivet. Et voici ce que la même Yaël Braun-Pivet, députée En Marche, disait il y a 4 ans. Écoutez. L'inscription de ces droits dans la Constitution, d'une part, soit nécessaire, d'autre part, soit utile. À mon sens, il est nul besoin de brandir des peurs relatives à ce qui se passe dans d'autres pays pour estimer que ces droits seraient menacés dans le nôtre. Ça n'est absolument pas le cas aujourd'hui et rien ne vous permet de l'affirmer. Alors voilà, il n'y a pas de raison, ça se passe dans d'autres pays, pas chez nous, il ne faut pas exciter les peurs, disait Yaël Braun-Pivet, et aujourd'hui c'est son parti, son mouvement, qui demande cela avec d'autres partis à l'Assemblée nationale. Alors François-Henri Briard, ça témoigne de quoi, à votre avis ? Écoutez, je suis surpris d'abord par... j'allais dire l'arrogance et l'ignorance qui domine tous ces commentaires. C'est cette marée de commentaires qu'on reçoit vis-à-vis de la juridiction suprême d'un État souverain. C'est un peu, si vous voulez, comme si on voyait des associations américaines d'États conservateurs, dits conservateurs, porter une appréciation sur des décisions du Conseil constitutionnel français en disant « Oh là là, quelle horreur, ça a été rendu par d'affreux gauchistes ». Ça n'a aucun sens. Ça n'a aucun sens. Les États-Unis ont organisé leur pouvoir judiciaire. Ils ont une Cour suprême dont la compétence ne concerne évidemment que ce pays. Hein, et donc, c'est un ramassis, encore une fois, de commentaires qui, le plus souvent, ne présentent aucun intérêt, sont erronés. J'ai envie de dire à tous ces gens, mais combien de fois êtes-vous allé à la Cour suprême ? Est-ce que vous connaissez Samuel Alito, le rédacteur de la décision ? Est-ce que vous avez lu la décision de 250 pages, qui est une construction juridique ? Voilà, c'est ma première réaction.
Ensuite, je pense que Mme Brandt-Pivet a tout à fait raison. Il n'y a en France aucune nécessité d'inscrire un quelconque droit à l'avortement dans la Constitution. Nous avons un arsenal législatif qui existe et qui est tout à fait protecteur pour l'enfant et pour la femme. Et je l'ai rappelé tout à l'heure, mais je le dis à nouveau, la France est au nombre des pays du Conseil de l'Europe qui protègent le droit à la vie. Le droit de vivre est un droit fondamental proclamé par l'article 2 de la Convention européenne des droits de l'homme et par nos propres textes. D'accord. Et vous pensez aussi donc, comme souvent, c'est l'émotion qui l'emporte sur l'analyse et c'est effectivement l'immédiateté qui l'emporte sur l'approfondissement. Oui, je dirais que ce sont des réactions qui m'inciteraient à dire « venez avec moi ». Vous savez, depuis 25 ans, j'organise au mois de novembre un grand voyage à la Cour suprême. Nous sommes reçus à la Cour suprême. J'étais, comme vous le savez, très proche d'Antonin Scalia, qui a été mon mentor aux États-Unis. Je connais bien Samuel Alito, je l'ai même reçu chez moi à Paris. On l'a reçu d'ailleurs avec Jean-Louis Debré au Conseil constitutionnel. J'ai envie de dire à tous ces gens, venez avec moi. Venez voir comment fonctionne cette juridiction. Venez voir ces gens-là. Et vous verrez que ce ne sont pas des politiques. Vous verrez que ce sont des juges indépendants qui font un travail sérieux. Ils ont des divergences. Mais ce sont des divergences sur l'interprétation de la Constitution. En gros, si vous voulez, il y a deux écoles actuellement. Il y a les originalistes, c'est-à-dire ceux qui ont une lecture textualiste, et qui se réfèrent à la volonté des pères fondateurs, et je dirais les constructifs, comme mon ami Stephen Breyer, qui est partisan d'une lecture vivante de la Constitution. Et à partir de là, effectivement, il y a des divergences, mais qui n'ont strictement rien à voir avec la droite, la gauche, les évangélistes, les athées. C'est un peu comme si je vous disais, ah non, mais Roe versus Wade, en 1973, c'est horrible. Ça a été fait, c'est anti-religieux, ça a été fait par des athées. Absolument pas. Oui, c'est ça. C'est-à-dire qu'il faudrait rappeler ce qu'est la Cour suprême, 9 membres, c'est bien 9 ça. Juges, nommés à vie, d'ailleurs. Voilà, oui, c'est absolument, ça. Qui sont des gens très sérieux. Qui sont des gens certes nommés par le président des États-Unis et confirmés par le Sénat, non pas à raison de leurs appartenances politiques, mais plus exactement de leur philosophie juridique. Mais ce sont des gens qui peuvent tout à fait évoluer, si vous voulez, par rapport aux clichés d'origine. John Roberts, que je connais bien, je l'ai connu quand il était avocat en 1997 à Washington. Le Chief Justice, donc le président de la Cour, a été nommé par W. Bush en 2005. Et tout le monde disait, oh là là, mais c'est un horrible conservateur, vous allez voir. Mais John Roberts est un juge indépendant. Il l'a montré dans plusieurs affaires, notamment dans l'Obamacare, où il a voté avec les libéraux. Voilà, donc ce sont des gens, Madame Sandra Day O'Connor, nommée par Reagan, c'est la même chose. Elle a pris des positions dites libérales. Voilà, ce sont des juges indépendants. C'est ça. Il faut bien comprendre, oui, parce que peut-être ça sonne comme l'incongruité en France, mais il y a des juges indépendants un peu partout, y compris évidemment en France. Absolument. Et je crois qu'il est important de dépasser les clichés. Tout à l'heure, on parlait j'allais dire, de l'éducation, de la formation en matière civique, puisque c'est du civisme. Bon, voilà, il faut que les gens comprennent comment tout cela fonctionne et il faut apaiser ces polémiques tout à fait stériles et rentrer encore un peu dans la technique, voilà, voir comment. Eh bien, apaisons, et puis écoutez, on va pas faire un charter avec François-Henri Briard, mais après tout, effectivement, un voyage à Washington pour voir comment fonctionne la Cour suprême ne serait pas inutile. Vous venez avec moi en novembre. Avec plaisir. Promis. Avec plaisir. Voilà. Merci beaucoup. Merci beaucoup, François-Henri Briard.